commencer par une citation, hein, ça fait toujours chic. Chercher un sens à quoi que ce soit est moins le fait d'un naïf que d'un masochiste. Bon, peut-être que nous, les psys, on est un peu maso sur les bords. Alors bon, moi, ma légitimité à témoigner, je ne sais pas, c'est vous qui la direz. Il se trouve que j'ai 40 ans fin juillet 85. Et il se trouve que mon père est fossoyeur. Et je viens d'apprendre effectivement que... Donc, bon, voilà, je ne sais pas. Il y a un petit truc qui se passe là. Voilà, je sens que les planètes sont alignées. Donc, moi, je vais témoigner donc avec un grand moi. Hein. Je ne vais pas vous déballer mon CV. Tout le monde s'en fiche. Mais je vais vous raconter néanmoins une expérience catastrophique de ma clinique. Du bon usage des catastrophes, sans doute. Moi, j'avais déjà fait une expérience similaire, parce que j'avais fait des maths. À un moment donné, j'étais passionnée par les maths. Hein. Un jour, on m'a appris en maths que I au carré égale moins 1. Ça vous dit quelque chose ? Ouais, bon. Ce I-là, c'est le nombre imaginaire. Hein. Et alors, le prof de maths me dit, non mais attendez, ce I, c'est un nombre imaginaire qui permet de résoudre des équations du second degré qui n'ont pas de solution dans le réel. Là, moi, j'arrête tout. Hein. Eureka, j'abandonne les maths, je rentre en psycho, spécialisation psycho du développement, j'ai atterri en CAMS, hein, donc Centre d'action médico-sociale précoce. Je comprends à ce moment-là que la psychologie, c'est une science humaine, hein, donc bon, par essence, une science à géométrie variable, et en fait, elle est complètement inopérante lorsqu'elle manque de I, autrement dit lorsqu'elle occulte le complexe. Donc moi, je vais vous parler d'un truc, c'est ma rencontre avec les parents d'Edwige, 3 ans et demi. Je change évidemment le prénom, j'en profite pour faire une dédicace à ma grand-mère. Voilà. Ils sont fraîchement, eux, débarqués de la métropole. Hein. Ils viennent des dom-toms, ils viennent au CAMS, hein, où nous, on atterrit aussi sur la planète TSA, un trouble du spectre autistique, parce que c'est assez nouveau à ce moment-là. Donc bon, le spectre autistique, je ne vous fais pas de dessin, c'est pas l'objet, mais c'est un truc, c'est un spectre qui va de l'infragrave à l'ultra-léger. On fait une évaluation à ce moment-là. Bon. Papa et maman, ils me parlent d'une enfant possédée. Edwige, c'est le seul enfant du couple. Il se trouve que, bon, dans la timeline comme ça, elle a une gastro foudroyante à 15 mois. Maman a eu aussi la même gastro, maman l'allaitait. Avant ça, ça se passait tout bien au niveau éveil et diversification. Donc, sevrage brutal de la petite, hospitalisation de la mère, de la fille, séparément. Okay. Depuis, Edwige, au retour de l'hospitalisation, elle fait des crises terribles. Voilà. On la calme même avec de l'eau froide. Elle refuse le sein, il n'y a plus moyen. La maman s'en veut, elle ne sait pas comment faire pour que sa fille redevienne comme avant. Il tente aussi l'expérience exorciste. Voilà. Elle refuse de manger solide, mais elle mord tous les objets. Tout. Donc là, ça fout la rage, quoi. Et donc à la vidéo ados, hein, parce qu'il y a un protocole, on filme hein, quand on fait ces évaluations-là, on la voit comme ça en errance avec son bibi, elle mord, elle agrippe son bibi, elle est en détresse. Bon là, je vous refais pas la scène, mais la maman tente de la rassurer. On voit une petite fille qui se débat pour pas être prise dans les bras, et puis alors il y a un truc qui se passe un petit peu entre l'allaitement et la prise de catch comme ça. Et à un moment donné, la gamine, elle met la main dans le t-shirt, elle sort le sein, et puis elle mord. Bon, Mélanie Klein. Et du coup, en réunion, on ne sait pas quoi dire. Alors, on parle trauma, on parle maltraitance. Hein, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas entendu des trucs qui nous faisaient mal à l'oreille. On parle de psychose infantile, on parle de troubles de l'attachement. On est tous d'accord sur le fait que c'est un peu du jamais vu, c'est un truc un peu hybride. Et alors, même les orthodoxes de la nouvelle novlangue qui s'abattent sur la sphère de la petite enfance, on n'y comprend plus rien. Voilà, on n'élève pas des nombres au carré et ça ne fait pas du négatif en fait, on est complètement dans le complexe. Moi je travaille la relation parent-enfant hein, parce que je fais la parenthèse, c'est quand même un temps, il y a à peu près une douzaine d'années où on pouvait suivre les enfants en sachant pas vraiment ce qu'ils avaient, c'était pas impossible, on a peut-être changé d'époque aussi hein. Voilà, moi les parents, Edwige, ils se courent les uns après les autres, ils se rencontrent jamais sauf à être super intrusif, voire violent. D'accord ? La maman, elle me demande des bons conseils. Moi, je prends mon bon sens. Voilà. Ben, regardez, là, quand vous la mouchez, là, quand vous arrivez par derrière, ne venez pas par derrière, elle ne vous voit pas. Mettez-vous à son niveau, parlez-lui. Oui, mais elle ne comprend pas, je n'ai pas besoin de lui parler. Oui, non, mais alors, présentez-lui le mouchoir, voilà, devant, comme ça, elle va peut-être pouvoir se représenter un petit peu ce qui va lui arriver. Oui, mais si je fais ça, elle fait une crise. Bon, vaut mieux faire une crise en sachant ce qui va nous arriver plutôt que de faire une crise en ne sachant pas ce qui... Mais bon, ça, c'est un peu ma façon de voir les choses. Hein. Bon, on est dans l'essai-erreur avec ces parents-là. Donc, je ne sais pas dire si c'est une démarche scientifique valide par les instances, mais on en est là. Moi, il y a un moment donné, j'emprunte le ballon de kiné de ma collègue,
Je me mets dessus, je me balance et je prends Edwige sur les genoux, elle y reste. Et là, elle regarde sa maman, elle la regarde, ils se font même des sourires, bref. Et du coup, elle est ancrée, elle peut lever le nez, il y a un recrutement tonique comme ça, et elle peut voir sa maman, ils jouent ensemble. On se passe des petits objets, on fait la même chose avec le papa, il y a un truc. Bon, super. Sauf que, en fait, c'est inopérant dans l'ici, maintenant, tout de suite de la réalité du réel, parce que quand elle sort de ma séance, elle se barre sur la route, elle manque de se faire écraser et ça sert à rien, la psychologie à ce moment-là. Peut-être, ou peut-être pas, j'en sais rien. Bref, en tout cas, on a compris, on a commencé à modéliser, on a posé un peu l'équation avec ses parents. Pour Edwige, être en relation, c'est être connecté sur quelqu'un et pouvoir être en face de quelqu'un d'autre. À quel endroit du monde ça arrive ? Mis à part peut-être quand on a 15 mois et quand il y a papa qui me prend sur les genoux et que maman me fait la petite bébête qui monte. Voilà, ou un truc un peu dans ce genre. Alors nous, on discute beaucoup avec les parents d'Edwige, on cause culture, religion, possession, et ensemble, on pose l'équation tout à fait claire. Comment reposséder quelqu'un dont on a été dépossédé et qui est devenu possédé ? La réponse de la science, elle est simple, elle est possédée par le spectre autistique. C'est ce que les parents comprennent à ce moment-là, parce qu'on est dans quelque chose de très religieux à cet endroit-là. Mais moi, j'ai rien à en dire, je suis pas médecin, c'est pas mon job. Les symptômes sont éloquents, intérêt restreint répétitif, refuge dans le sensoriel, tout ça. L'école est épuisée parce qu'elle a 3 ans et demi, elle est en petite section et elle est dans la même errance dont je vous ai décrit tout à l'heure. Les parents sont épuisés également, autisme. Voilà. Bon, la catastrophe, elle n'est pas là. La catastrophe, ça aurait été de revoir Edwige et ses parents 2 ans plus tard. La petite, elle a été suivie en cessa d'autisme, ce qui est assez logique par rapport à son diagnostic. La maman, je la vois rayonnante, je la vois ravie, je la vois respirer enfin, et la petite, pareil. Et quand je lui demande ce qui a fonctionné, elle me dit « on m'a donné les bons conseils ». Elle n'est pas possédée, c'est faux. D'accord ? C'est son cerveau qui est autiste. Donc, quand on a fait un tableau ensemble avec l'équipe, on a listé les comportements problèmes. Et le premier du comportement problème, c'est le comportement que j'ai décrit tout à l'heure, c'est quand elle se barre et qu'elle se met en danger. C'est évident. C'est évident. Donc, on m'a dit, c'est la maman qui parle, que quand Edwige, elle était tentée de s'enfuir, mettez-la donc du côté du mur plutôt que du côté du trottoir quand vous marchez avec elle. Moi, j'étais un peu sidérée, j'étais un peu déçue. Je me dis, moi, je ne sers à rien, je suis nulle, je vais retourner faire des maths. Voilà. Mais c'est les bons conseils dont ils avaient besoin à ce moment-là. Et ça, peut-être qu'il ne faut pas le négliger. Peut-être que ça, c'est un peu aussi la pluralité des pratiques. C'est-à-dire que moi, mon champ d'action, il est limité. Peut-être aussi. Voilà. Donc bon, bref, moi, quand je comprends rien, je me mets dans ma bulle philosophique, c'est ma bulle à moi, et je suis un peu dans le même état de torpeur là que quand je découvre les nombres complexes en maths. Je bug un peu. Moi, je pense à Deleuze, pour lequel il n'y a pas de bon sens sans mauvais sens au pluriel. C'est parce que moi, j'ai échoué, peut-être que ça a réussi aussi. D'ailleurs, c'est quoi le sens ? Bon, le sens, c'est quelque chose de puissant. En 2025, même le bon sens passe à la moulinette de la déconstruction, puisqu'il faut lui objecter en revanche systématiquement le sens bon, double plus bon de la science, pas celle avec un petit S, la mienne, mais celle avec un grand S, la science qui ferme les discussions. Moi, j'aurais même envie de dire un petit peu provoque un nouvel asile de l'ignorance. Même nous, psychologues, lorsqu'on est tenté de tomber dans la tyrannie du sens bon, on n'avance rien parce que ça n'est pas prouvé. Alors qu'on devrait plutôt, à mon sens, interroger nos sens pluriels. Bon, je pense que j'en ai fini de mon timing, il me reste 55 secondes. Puisque j'ai commencé par une citation, je vais finir par une citation, mais alors le jeu, ça va être de trouver qui c'est. Et puis on en reparle à la pause café. Ouais. Bon, la locomotive marche. On demande pourquoi elle marche. Le paysan dit que c'est le diable qui l'a fait avancer. Un autre dit que la locomotive marche parce que ses roues se remuent. Un troisième affirme que la cause du mouvement est dans la fumée emportée par le vent. On ne peut rien objecter au paysan. Pour cela, il serait nécessaire que quelqu'un lui prouvât que le diable n'existe pas. Ou qu'un autre paysan lui expliquât que ce n'est pas le diable, mais un Allemand qui fait avancer la locomotive. Seulement alors par la contradiction de leurs affirmations qu'ils verraient que tous deux ont tort. Mais celui qui prend pour cause le mouvement des roues se contredit lui-même, car s'il entre dans la voie de l'analyse, il doit aller plus loin, doit expliquer l'origine du mouvement des roues. Et tant qu'il n'arrivera pas à la dernière cause du mouvement de la locomotive, à la vapeur comprimée dans la chaudière, il n'aura pas le droit de s'arrêter dans la recherche de la cause. Celui qui s'explique le mouvement de la locomotive par la fumée qu'emporte le vent
En observant que l'explication des roues n'est pas suffisante, a pris la première cause qui se présentait à lui et de son côté la donne pour cause. La seule conception capable d'expliquer le mouvement de la locomotive, c'est la conception de la force égale au mouvement visible. Pour finir, parce que j'aime bien voir le dernier mot, la seule conception par laquelle peut être expliqué le mouvement de la pensée, c'est la conception de force égale à tout le mouvement de la pensée. Merci.